Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui on va débriefer la troisième étape de ce Tour de France 2020, étape qui nous emmenait de Nice vers Sisteron, étape qui était vallonnée sur les 120 premiers kilomètres et puis ensuite c'était beaucoup plus plat sur la suite du parcours et avec la victoire de Caleb Ewan au sprint. Mais ça, c'était la fin. On va un petit peu parler de ce qui s'est passé avant. Donc on partait de Nice. On a eu une échappée. Là encore, ça n'a pas vraiment bagarré pour l'échappée. Comme depuis le début de ce Tour de France. Échappée à 4 dans un premier temps avec Jérôme Cousin, Anthony Perez, Cosnefroy et Oliver Naesen. Et puis au bout d'une dizaine de kilomètres, à peine Oliver Naesen s'est relevé. C'était juste pour aider Cosnefroy à sortir. C'est surtout une échappée où on va bagarrer pour le maillot à pois entre Anthony Perez et Cosnefroy. Une échappée qui aura 3 minutes au maximum. Et puis on arrive dans ces premières difficultés de la journée avec le col du Pilon et le col de la Faille. Et dans les deux cas, c'est Anthony Perez qui va remporter ces deux classements de la montagne. À ce moment-là, il est maillot à pois rouge virtuel à la place de Cosnefroy, mais il restait encore des difficultés comme le col de Lec et le col de l'Orne. À 126 km de l'arrivée, c'est-à-dire très très loin encore de l'arrivée, Cosnefroy et Perez décident de laisser tomber Jérôme Cousin parce qu'ils considèrent que les difficultés qui suivent sont bien trop loin de la distance qu'il reste encore à parcourir. Il y a encore trop de distance sans difficulté pour le maillot à pois. Considère que ça n'a donc aucun intérêt de rester avec Jérôme Cousin. Je reviendrai là-dessus, mais je n'ai pas du tout apprécié cette attitude. À 64 km de l'arrivée, est-ce que c'était un signe du destin? Est-ce que c'est le karma qui s'est vengé? Mais abandon d'Anthony Perez dans la descente du col de Lec. En fait, il a crevé, puis il a changé de roue. Et à ce moment-là, dans les voitures, il serait rentré dans une voiture, fracture de la clavicule, peut-être d'autres blessures dont on n'a pas l'information. Cosnefroy également va tomber, lui ça sera un peu plus tard, un peu plus proche de l'arrivée, à une dizaine de kilomètres de l'arrivée, il va tomber Cosnefroy, pas de blessure majeure pour Benoît Cosnefroy. Ensuite, le sprint intermédiaire à Digne-les-Bains remporté par Peter Sagan à 20 km de l'arrivée. Jérôme Cousin a repris. Jérôme Cousin qui obtient le prix de la combativité. Et puis à la fin, nous avons un sprint encore très décousu. Ce sprint avec beaucoup d'équipes qui n'arrivent pas à imposer leur tempo. À un moment, on s'est retrouvé avec Luc Roveux, même en tête du peloton, parce que personne n'arrivait à imposer son rythme. Et puis, victoire de Caleb Ewan, avec un sprint vent de face. Et on va passer tout de suite au bilan des Bleus. Du côté du bilan des Bleus, on va commencer par le coureur de la Total Direct Energy, c'est Jérôme Cousin. Pourquoi Jérôme Cousin? Parce que je voulais saluer son échappée en solitaire. Il a fait une grande partie de la journée en tête, vu qu'il a été repris qu'à 20 km de l'arrivée. Il a fait quasiment plus de 170 km d'échappée. Aujourd'hui, il en avait 190, je crois. Me rappeler entre Nice et Sisteron. Donc ça, c'est déjà une journée à l'avant, animer la course, c'est déjà très bien. Mais en plus, le faire dans les conditions où il l'a fait, c'est-à-dire quasiment seul pendant 100 km, lâché par quand même ses deux compagnons d'échappée. Alors là, je peux vous dire que Anthony Perez et Cosnefroy, surtout Cosnefroy, je n'ai absolument pas aimé leur attitude. Quand on part dans une échappée, c'est pour aller jusqu'au bout. C'est pas pour s'arrêter au bout de 10 bornes parce qu'on considère qu'il n'y a pas assez de monde. Non, on y va jusqu'au bout. Dans une échappée, eux, ils ont juste pris ce qu'ils voulaient et puis après, ils se sont barrés. Comme s'ils étaient dans un supermarché. Non. Pas comme ça le Tour de France. Quand on anime la course, on y va jusqu'au bout. Donc j'ai absolument pas aimé leur attitude. Du côté donc de Jérôme Cousin, moi, si j'étais à la place de Jérôme Cousin, je pense que je l'aurais très très mal pris sur le vélo. Et puis après, surtout, j'aurais très très mal pris quand Cosnefroy a attaqué dans le col de Lec une deuxième fois avec Nance Peters.
pour prendre des points, et à un moment il a attaqué tellement fort qu'il revenait à 2 minutes de Jérôme Cousin. Enfin, c'est vraiment l'attitude de Cosnefroy, je déteste ça. Vraiment, dans le monde du cyclisme. On va passer également au classement général. Pas de changement du côté des Français. Donc voilà, ça c'est bazardé. Et puis, du côté du bilan des Bleus, la 4e place d'Hugo Hofstetter. Le coureur d'Israël, Startup Nation, qui a fait un très très beau sprint. Il nous a fait un sprint comme Caleb Ewan, hein. Il était en deuxième rideau. Lui, il a trouvé l'ouverture également, avec un petit temps de retard par rapport à Caleb Ewan. Mais voilà, un très très bon sprint de Hofstetter qui s'impose chez Israël comme le sprinter numéro 1. Parce qu'on ne savait pas qui était le sprinter numéro 1, avec Greppel également dans cette équipe. Là, il s'impose comme le sprinter numéro 1 sur le Tour de France face à André Greppel. Greppel, donc, qui devra revoir sa copie et qui sera donc le lanceur certainement d'Hofstetter sur les prochains sprints. Surtout pas vraiment aidé par son équipe, mais encore une fois, aucune équipe n'a vraiment eu la maîtrise de l'emballage final. Et puis Viviani, ça c'est un flop du côté de la Cofidis. La Cofidis qui s'est un peu totalement raté sur son sprint, c'était très décousu. À un moment, il y avait des Cofidis à gauche et à droite de la route. Ils se sont fait avoir par les îlots centrales, mais ça, ça veut dire un manque de reconnaissance au niveau de l'arrivée. Et donc, Viviani qui fait 33e simplement. C'est un peu le flop du côté des Bleus. Je rappelle que côté les Bleus, c'est soit des étrangers dans des équipes françaises, soit des coureurs français qui soient dans n'importe quelle équipe. On passe maintenant aux autres coureurs au top. Attaque de Marlou! Du côté des coureurs au top, on commence avec Caleb Ewan. Caleb Ewan, vainqueur aujourd'hui. Pas grand chose à dire pour Caleb Ewan à part chapeau monsieur. Ewan, parce que alors c'était un sprint pour Caleb Ewan. Pourquoi? Vent de face. C'est l'un de ceux qui arrivent le mieux à se faufiler. À chaque fois, quand je parle de Caleb Ewan, je le compare à Robbie McEwen, qui en son temps, quand il se cachait derrière Johan van Semmeren, arrivait à faire les mêmes choses. C'est l'un des derniers sprinteurs qui n'avait pas de train, Robbie McEwen. Même le grand Robbie McEwen en 2004, quand il a remporté le maillot vert, il n'avait pas de train à une époque où il y avait déjà des trains, hein, par exemple pour Tom Boonen. Et il arrivait comme ça à se faufiler vraiment dans des trous de souris. Et là, c'est ce qui nous a fait Caleb Ewan, parce qu'au départ, il est plein centre. C'est-à-dire à 300 mètres, il est plein centre. Il se décale quand il voit une ouverture sur la droite de la route. Il se décale à droite. Il prend l'ouverture. Il arrive à se remettre au centre. Enfin, c'est fait en plus sans gêner ses adversaires. C'est ça qui est fort. Parce que quand vous faites ça, n'importe quel autre sprinter aurait soit gêné quelqu'un, soit même renversé d'autres coureurs. Lui, il arrive à faire ça sans gêner personne. Et ça, je trouve que c'est vraiment du très très bon travail de la part de Caleb Ewan. Et donc chapeau monsieur Ewan, 4e victoire sur le Tour de France, première cette année. Et il se replace pour le maillot vert, parce que lors de la première étape, ça avait été un peu compliqué pour le coureur australien, alors qu'on pensait qu'il serait en difficulté parce qu'il avait perdu Philippe Gilbert, il avait perdu son poisson pilote John de Gengold. Et bien il a démontré ce soir qu'il pouvait faire sans poisson pilote et sans un coureur expérimenté comme Philippe Gilbert. Donc chapeau monsieur Caleb Ewan. On passe au deuxième. On va avoir les 3 premiers dans les coureurs au top, je vous le dis tout de suite. Sam Bennett, pourquoi? Parce que Sam Bennett, rapidement, hein, par contre pour Sam Bennett, il a été très fort, il est sorti d'un peu loin, Sam Bennett, comme Peter Sagan. Par contre, dans les coureurs qui sont sortis très très loin, donc ça veut dire à plus de 300 mètres, c'est celui qui finit le premier. Ça montre donc qu'il a des très très bonnes jambes, en sachant que lui non plus n'a pas été vraiment aidé par son équipe, parce que à un moment on voyait à 4 km de l'arrivée, 4-5 km de l'arrivée, on voyait Julien Lafilippe en tête quasiment du peloton, et puis d'un coup les deux Conan Quick-Step ont totalement disparu. Alors on ne sait pas pourquoi. Et Sam Bennett a dû faire seul, alors peut-être aidé quand même par son poisson pilote Michael Morkov, mais c'est pas le meilleur sprinter dans ce type de conditions. Il aime quand il peut s'exprimer totalement, et quand même il a réussi à prendre la 2e place, donc chapeau monsieur Bennett. Et puis on termine avec Giacomo Nizzolo. Pourquoi je le mets au top malgré une 3e place qui pourrait être considérée comme moyen pour un coureur comme Giacomo Nizzolo, qui n'a toujours pas remporté de victoire d'étape sur un grand tour, ce qui est un peu le seul trou dans son palmarès à Nizzolo depuis son début de carrière, on va dire, parce qu'il a quand même remporté des belles courses. Du côté de Nizzolo, pourquoi je le mets 3e? Parce qu'il a changé au moins 3 ou 4 fois de vélo ou changé de roue. Enfin, ça a été un bordel monumental. Il est resté dans sa course, ce qui est fort.
pour le champion d'Europe. Et en partant de très très loin, parce que vraiment, lui, il a été très très mal emmené par son poisson pilote, Nizzolo, par Boissenhagen, qui l'a lâché à 400 mètres. Bon, en plus, enfin, je sais vraiment pas ce qu'il a branlé, Boissenhagen. Regardez le sprint, regardez le travail de Boissenhagen et vous comprendrez qu'on comprend pas trop ce que fait Boissenhagen à 500, à partir de 600 mètres de l'arrivée. Et donc, il a quand même réussi à se démerder seul, alors que c'est pas le meilleur dans ce genre de conditions également normalement. Donc, ça montre qu'il a des très très bonnes jambes en partant des 400 mètres. En plus, contrairement à Sagan, il n'a pas trop perdu de vitesse. Il en a perdu un peu, mais il a beaucoup moins perdu de vitesse que Peter Sagan. Pour finir avec cette vidéo, on va passer au bonnet d'âne, au flop de cette troisième étape du Tour de France, encore une fois entre Nice et Sisteron. Étape qui était dévolue aux sprinters, donc c'est 2 sprinters qui sont en flop. Le premier, c'est Alexander Kristoff. Alors autant je l'avais énormément mis en avant après sa victoire lors de la première étape du Tour de France, en disant qu'on ne l'avait pas vu depuis le début de saison et qu'il s'était remis sur de bons rails. Et bien là, Alexander Kristoff, il faut le dire, on ne l'a pas vu dans cette troisième étape. Alors on ne l'a pas vu, ce qui est souvent un bon signe. Oui, mais on ne l'a pas vu non plus à l'arrivée. Alexander Kristoff, alors pourtant, UAE était une des rares équipes à avoir 5 à 4 coureurs devant son sprinter, parce qu'il y avait également 1 ou 2 coureurs qui étaient là pour Pogacar. Donc il était plutôt pas mal emmené, hein, Alexander Kristoff. À 3 km de l'arrivée, ça se passait plutôt bien. Et puis à un moment, il y a eu une vague. Le train s'est complètement dissous du côté du AE. Et Kristoff, quand il est seul, c'est pas... Alors des fois ça marche, et puis quelques fois ça marche pas. Et là, il finit 15e, sans avoir vraiment fait son sprint, alors que c'était un sprint vent de face. Kristoff, on sait, avec son endurance, il est plutôt performant. Mais il faut qu'il ait l'ouverture. Et c'est vrai que Kristoff, quand il n'a pas l'ouverture, il a souvent du mal à se démerder. Et là, ça a été le cas aujourd'hui. Et puis, le deuxième flop, c'est le coureur de la Sunweb. C'est Seichbol. Seichbol, le néerlandais, qui finit 7e. Et lui, il était emmené. Par contre, par la Sunweb, c'était le seul coureur qui était emmené et il n'a rien joué ce soir. 16 bols, simplement 7e. Les jambes ne doivent pas être exceptionnelles, pourtant emmené par Niklas Arndt, par des coureurs d'expérience, et ça ne l'a pas fait pour le coureur néerlandais, donc c'est un petit peu une déception, mais je l'avais mis parmi mes coureurs qui, je pense, serait une déception sur tout le Tour de France. Donc, sur cette troisième étape, je ne suis pas vraiment déçu par rapport à mes pronostics. Mais voilà, je le mets dans les bonnets d'âne, Seichbol, parce qu'une déception aujourd'hui. Demain, quatrième étape du Tour de France. On arrivera en montagne. Alors, ça ne sera pas extrêmement difficile. Vous verrez la présentation de l'étape demain. Première arrivée au sommet. Présentation de l'étape demain à 7h30. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Et à la prochaine sur l'Amérique Production. Ciao, ciao.